Déficit calorique, régime cétogène, régime sans graisse, jeûne intermittent, j'en passe et des meilleurs. Autant d'outils et de méthodologies pour le bien de votre santé ou pour le mal. Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire d'une personne qui se baladait de régime en régime sans jamais remplir ses objectifs nutritionnels, sans jamais remplir ses objectifs de santé. On va travailler à travers un top 5 sur la review des limites de certains modèles de diététique et de nutrition dans le cadre du développement d'une meilleure santé et d'une meilleure énergie. Cette vidéo, elle est réservée à ceux qui savent utiliser leur sens critique, ceux qui en ont marre de se faire trimballer de tendance santé en tendance santé et qui veulent prendre en main leur avenir, faisant le tri entre les bonnes et les fausses bonnes idées. Bonjour à tous et bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking où l'on transfère les compétences du sport à haut niveau vers les entrepreneurs. Moi je m'appelle Andrea, je suis préparateur physique et athlète de haut niveau en force athlétique et ça fait maintenant 1 an que je travaille avec les entrepreneurs pour les aider à créer leur propre blueprint santé et performance avec la même stratégie que dans les sports à haut niveau, avec une attention particulière sur chaque dimension de la performance humaine, mais surtout une valeur clé, la stratégie. Et la stratégie, quand ça touche à la nutrition, ça peut être parfois compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'une méthodologie qui nous a fait du bien une fois, ou même pendant longtemps, pourrait être nocive dans un certain contexte. Pourtant, il n'y a de solution miracle que dans l'agencement intelligent de toutes les ressources mises à notre disposition. Et il n'y aura que dans cette zone précise d'intelligence stratégique que vous pourrez être plus ou moins absolutiste dans vos choix nutritionnels. Avant ça, il va falloir être humble. Ça va être l'exercice d'aujourd'hui, dose d'humilité pour tout le monde. Nous allons explorer les limites de 5 types de diététique. Transition mind map maintenant pour rentrer dans le cœur du sujet. Ici, on veut rentrer dans des réflexions stratégiques et ne pas perdre son temps pendant 3, 4, 5 mois dans une voie qui ne nous amène nulle part du côté santé, du côté énergie et performance. Le premier point que je voudrais traiter, c'est un point central en réalité de la diététique, de la nutrition, sans même parler de régime particulier. On a le point du déficit calorique. Le déficit calorique, qu'est-ce que c'est? C'est calculer un métabolisme, en retirer des calories de maintenance, vérifier si ces calories sont bien nos calories de maintenance, donc réaction avec notre poids du corps, et ensuite la volonté de se mettre en déficit par rapport à ces calories pour perdre un peu, moyennement, beaucoup de poids, et parfois aussi pour essayer de développer un peu plus d'énergie. C'est dans beaucoup de méta-analyses, le déficit calorique revient comme une très bonne idée sur des guidelines de santé générale pour rester en bonne santé longtemps. Moins de fatigue des organes, une meilleure utilisation du métabolisme des graisses, une guideline très générale, mais qui est effective et qui est une bonne idée. Mais encore une fois, une bonne idée sur des moments clés. Parfois, on veut être en déficit calorique pour perdre un petit peu de poids, pour remplir un objectif physique personnel, pour remplir un objectif de compétition, de sport. Mais il y a des moments pour faire ça et on ne peut pas être en déficit calorique ad vitam aeternam au risque de ralentir une chose, c'est le métabolisme. Il est très important de savoir ce qu'il en est de son métabolisme. La manière la plus efficace, c'est de croiser des métadonnées qui vont nous calculer un métabolisme par rapport à notre poids, notre taille, notre âge, mais aussi à notre dépense énergétique, qui est le deuxième point. Donc une fois qu'on a calculé ce métabolisme, on peut extrapoler des données, extrapoler un nombre de calories qu'il nous faudrait pour rester à maintenance de notre poids, pour perdre un petit peu de poids, pour prendre un petit peu de poids. Une fois qu'on a calculé ces données-là, il faut les éprouver sur le terrain. Donc il faut appliquer ce total calorique. On ne rentre même pas dans les pans de la nutrition précise, mais simplement appliquer ces calories pour vérifier l'évolution de notre poids de corps. Quand on fait cet exercice-là, on peut vérifier soit que la piste est juste, à plus ou moins 100 calories, soit que la piste est fausse, à plus ou moins 200 calories. Et si la piste est vraiment très fausse, si typiquement on rentre dans un déficit calorique qui devrait nous amener à perdre 1 kg, mais que ce n'est pas le cas, le problème n'est pas forcément la méthodologie des calories, ça c'est un mauvais réflexe, mais il est simplement que votre métabolisme est potentiellement trop lent. Et un métabolisme trop lent, le stresser avec un déficit calorique, ça ne va que renforcer cette posture d'un métabolisme qui est lent. Et qu'est-ce qu'il se passe après? Eh bien, on rentre tout simplement dans des déficits caloriques qui sont chroniques et qui vont atteindre à notre métabolisme basal ce qu'il nous faut pour faire fonctionner nos organes. Je vais vous donner un exemple, la petite histoire d'un client qui n'existe pas, mais qui représente tout un panel de personnes dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans le kidam, que j'ai pu rencontrer. On va dire que cette personne fait 1m80, 75 kg, a une composition corporelle qui ne le satisfait pas assez puisqu'il a un petit peu trop de graisse. Donc, par réflexe
simple, je veux éliminer de la graisse, il faut que je mange moins, il faut que je rentre dans un déficit calorique. Sauf que cette personne, elle fait 75 kg, elle fait 1m80 et elle se rend compte qu'elle descend régulièrement en dessous de 2100, 2000, 1900 calories et perd très peu, voire pas de poids. Et donc cette personne rentre dans une certaine incompréhension. Les données, la science me dirait que je dois perdre du poids. Si je ne perds pas de poids, c'est que je ne suis pas dans un assez grand déficit calorique. Et donc maintenant, on va commencer à chercher à toujours réduire sa consommation de nourriture, réduire ses intakes de manière générale en nutrition. Et ça c'est un gros problème auquel je fais face avec beaucoup de gens qui pensent que je suis un petit peu gras, je dois nécessairement baisser mes calories. Alors qu'en réalité, baisser les calories par rapport à quel repère? Si notre métabolisme ne fonctionne pas bien, comment espérer rentrer dans un déficit calorique de manière saine? Il faut voir le déficit calorique d'une autre manière. On va regarder du côté de la dépense énergétique déjà. Est-ce que la personne est active? Est-ce qu'elle fait même du sport? Est-ce qu'elle en fait régulièrement? Combien d'heures de sport? À quel type de qualité physique elle fait appel pour réaliser son sport? Tout ça, ça va modifier le métabolisme. C'est-à-dire que d'une personne qui est très sédentaire, qui passe à un déficit calorique en étant sur cette sédentarité, versus une personne qui est sédentaire mais passe à 3, 4, 5 entraînements du côté endurance ou du côté un petit peu plus force, eh ben on n'aura pas du tout les mêmes calories de maintenance. Et surtout, on n'aura pas du tout la même réponse au niveau métabolique. Le sport a tendance à accélérer le métabolisme. Donc quand on a un métabolisme qui est lent, arriver à de la dépense physique, c'est la première étape pour améliorer son métabolisme. Consommer plus de calories et perdre du poids. Ça, c'est le Graal en réalité. Et pourtant, c'est une quête que la plupart des gens se refusent à explorer, alors que ce serait le premier exemple, le premier point clé d'améliorer son métabolisme. Pour aller un peu plus loin du côté de la dépense, pour quelqu'un qui se dépense déjà physiquement et qui n'arrive toujours pas à perdre du poids, et bien là, tout simplement, le déficit calorique n'est pas du tout fait pour vous. Il vous faut passer par un moment où vous allez rentrer dans un léger surplus. Et surtout, troisième point, améliorer votre type d'alimentation. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas forcément des questions de poids qu'on aimerait régler. En tout cas, le poids, il vient en réaction, mais c'est plutôt une image physique qu'on aimerait améliorer, une composition corporelle, pour parler plus simplement, qu'on aimerait améliorer. Moins de graisse, un peu plus de muscles, un rendu physique qui est plus harmonieux, des compétences, se sentir en compétence de rentrer dans l'activité physique. C'est ce qu'on recherche la plupart du temps. Et là, il va falloir décorréler un petit peu, changer la place du poids là-dedans, puisque il n'y a plus forcément de corrélation uniquement avec le poids du corps. Il y a la manipulation entre le taux de graisse et le taux de muscle. Et pour réduire ce taux de graisse, il y a des réflexes alimentaires simples aussi qu'on peut mettre en place à calories équivalentes, comme les aliments avec un haut ratio propriétés antioxydantes, qui vont contrer le stress oxydatif, qui vont améliorer l'exploitation du métabolisme des graisses. Il y a aussi les aliments qui contiennent des bons profils, des bons ratios de graisse, mais il y a aussi énormément les protéines qui jouent un énorme rôle dans la régulation du métabolisme et dans la régulation de tous nos muscles. Donc si on fixe le type d'alimentation, qu'on augmente légèrement ou beaucoup sa dépense énergétique avec différentes activités sportives, on devrait se retrouver avec un total calorique de référence qui est déjà plus haut et surtout un métabolisme qui avance, qui accélère par le sport, par une alimentation qui entraîne le métabolisme vers plus d'activité. Et avec ça, au final, on va pouvoir atteindre notre déficit calorique bien plus haut que si on était resté sédentaire avec un type d'alimentation uniquement basé sur les rapports avec les calories. La morale dans tout ça, c'est que les calories, c'est bien beau, mais la manipulation de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce que vous faites de votre capital génétique, de votre corps, c'est tout aussi important dans l'équation. Il vaut mieux partir avec une baseline qui est bien plus haute en termes de calories, plutôt qu'une baseline qui est très basse, parce que ça nous laisse peu de marge de manœuvre en réalité. Si on veut perdre du poids en réduisant un maximum toutes les activités physiques, on réduit aussi nos leviers d'action, et donc on réduit potentiellement le retour, le résultat tout simplement. Donc, quand on cherche à perdre du poids, regardez à faire plus plutôt que moins et à surtout être plus intelligent sur son type d'alimentation, c'est crucial. N'oubliez pas que dans le cadre des calories, on traite directement avec le métabolisme et que c'est aussi votre santé et surtout votre énergie qui est en jeu. Une mauvaise manipulation de votre métabolisme, répétée dans le temps avec des régimes trop drastiques, avec des régimes qui ne sont pas accommodants pour vous tout simplement, ça va fatiguer votre organisme et ça va réduire votre capital énergétique au quotidien. Et c'est la première chose que vous allez ressentir si vous rentrez dans un déficit calorique chronique.
baisse de performance sur vos sports, baisse d'énergie au quotidien, bref, moins de capital à disposition tous les jours. Maintenant qu'on a fait ce cadrage par rapport au métabolisme, par rapport aux calories, on va pouvoir traiter des régimes plus précis qu'on a à disposition pour répondre à différentes problématiques et potentiellement les limites de ces modèles. Le premier modèle que je veux mettre en avant, c'est un modèle qui est très tendance en ce moment, qui est le régime cétogène. Déjà, un premier disclaimer, personne ne veut arriver en cétose, donc l'état qu'on veut chercher à la fin d'un régime cétogène. Pas beaucoup de gens peuvent le supporter et surtout pas grand monde en réalité, si vous saviez ce que ça implique, aimerait y accéder. Puisque la cétose, c'est quoi? C'est le relâchement de corps cétoniques dans le sang, des dégradations des graisses, et ces corps-là, ils sont toxiques. Donc si on arrive à un état de cétose trop avancé, on s'expose potentiellement à des problématiques de santé, notamment du côté stress oxydatif. Donc déjà, prenons un peu de mesure, on cherche à améliorer avec le régime cétogène son utilisation du métabolisme des graisses, mais on cherche que dans de rares, très rares cas, l'accès donc à cette cétose. Ça, c'est un premier disclaimer. Le principe du régime cétogène, c'est l'augmentation de consommation de protéines. Ça, c'est un premier point. Surtout de lipides, et souvent sur le même substrat. La relation donc au régime cétogène, elle s'ancre sur les lipides, sur les protéines, mais surtout du coup en opposition, si on augmente ces deux macros-là, on va réduire sa portion de glucides. Si on réduit sa portion de glucides, il faut le faire intelligemment. Okay, les glucides, c'est quand même le substrat énergétique principal pour effectuer vos tâches des plus intenses aux plus basales. Il faut l'avoir en quantité, peu importe le type de nutrition qu'on a. On peut chercher à utiliser la dose minimale effective de glucides pour des raisons de régulation sanguine et de l'insulinosensibilité. Ça, c'est des intentions qui sont louables. Il faut déjà savoir si vous rentrez dans ces grilles-là ou pas. Mais surtout, il faut connaître tout simplement combien de grammes de glucides vous avez besoin pour fonctionner au quotidien de manière basale, donc pour vos organes, et puis de manière extrapolée par rapport au challenge de votre quotidien. Si vous êtes un coureur régulier, journalier, j'ai envie de dire, sur des distances plus ou moins longues, eh bien, les glucides, il va falloir quand même en avoir en quantité. Par rapport à la population générale, le Kidam, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que je descends à moins de 100 grammes de glucides par jour. C'est une recherche à la limite qui peut être très ponctuelle pour répondre à une problématique, une phase où il y a eu trop de glucides, mais ça doit en aucun cas constituer un régime à part entière. Donc pour ça, encore une fois, calculer ses apports, calculer ses glucides. Il y a beaucoup de lectures différentes qui peuvent vous pousser à mettre plus ou moins de glucides, mais déjà une stratégie simple. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? S'il y a un moment d'entraînement, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait des glucides péri-entraînement. Pré, intra, ça c'est très sous-coté, les glucides intra-entraînement. Notamment, c'est là potentiellement qu'on peut ajouter des glucides plus rapides et les rendre vraiment viables. Mais aussi du coup post-entraînement. Si vous avez des marqueurs de prédiabète, si vous avez un petit peu cette phobie des glucides, essayez de les caser déjà autour de moments où ils seront mis à contribution, puisque c'est une énergie, elle peut être très rapidement utilisée, très rapidement dégradée. Donc pensez à ce que vous faites dans la journée et à quel moment ils sont les plus accommodants. C'est sûr que si vous mettez 200 grammes de glucides à 13 heures et qu'après c'est 3 heures de travail ou de tâches plutôt peu intenses pour le corps, forcément l'assimilation ne sera pas superbe, le retour énergétique sera vraiment mauvais et là vous aurez tout raté. Même si vous avez que 200 grammes de glucides dans la journée, si vous les casez tous au même moment, ça peut poser problème. Donc déjà, avoir une relation stratégique par rapport aux glucides. Qu'est-ce que je vais faire après cette intake de glucides-là? Qu'est-ce que j'ai fait avant aussi? Est-ce que ça peut réparer des stocks de glycogène? Est-ce que ça peut améliorer mon énergie ou pas? Et déjà, avec cette réflexion-là, vous irez plus loin et vous manipulerez beaucoup mieux vos glucides. Maintenant, sur un autre pan, le régime cétogène, il pose aussi une autre problématique qui est le total calorique. Sachant que le bol alimentaire, le volume alimentaire que vous allez consommer sera plus faible, puisque vous consommez plus de lipides. Ça dit donc des apports qui sont plus riches, puisque 1 g de lipides est égal à 9 calories, là où les protéines et les glucides sont à 4 calories par gramme. Et tout simplement, pour 20 g de beurre, vous allez consommer 180 calories. Et 180 calories, si vous avez de manière générale un métabolisme plutôt restreint, eh bien, ça va peut-être consommer 8-10% de vos apports caloriques. 8-10% de vos apports caloriques pour 20 g de beurre, on est d'accord, ça peut vous emmener à avoir une sensation de faim assez chronique et surtout, ça laisse peu d'espace après pour amener potentiellement des glucides, potentiellement un peu plus de protéines. Bref, il faut faire attention à votre bol alimentaire quand vous faites un régime cétogène. Le vrai avantage du régime cétogène, étant donné qu'il est riche, c'est qu'il va y avoir une digestion qui va être assez lente, une bonne assimilation de ce côté-là. Donc même avec des calories qui sont plutôt basses, on peut se sentir en bonne énergie et avec une satiété plutôt restreinte. Mais
il faut quand même être intelligent, comprendre quel est mon total calorique, et si mon total calorique il est restreint, imaginons que je sois en déficit calorique justement, est-ce que c'est nécessairement le régime cétogène qui va me permettre de me sentir en bonne énergie, en satiété, avec une satiété qui est bonne au cours de la journée? C'est peut-être pas sûr. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Quel est votre total calorique? Combien de calories vous pouvez vous permettre de manger dans la journée? Est-ce que ce régime cétogène est en accord avec ça ou pas? Ça, ce sont les 3 points que je mettrai en avant quand on cherche à avoir un régime plutôt qui va capitaliser sur le métabolisme des graisses. À l'opposé du régime cétogène, on a les régimes sans graisse. Donc c'est plutôt des régimes plus proches du médical. Les régimes sans graisse, ils sont recommandés dans des cas de maladie cardiaque, de cholestérol élevé, donc plutôt un régime qui est de l'ordre du médical. Donc déjà par définition, il n'a pas forcément sa place à l'année dans une diététique, à moins qu'on ait une personne évidemment qui soit dans un cadre médical très suivi. Donc déjà par définition, à l'année, c'est un non. Pourquoi c'est un non? Bon, il y a une relation donc dans les régimes sans graisse avec la déprivation de lipides. Les lipides, dans le cadre très général, ont une relation très forte avec les systèmes hormonaux, qu'ils soient féminins ou masculins, plus œstrogène, plus testostérone. La conversion de ces taux de testostérone, de ces taux d'œstrogène, sont extrêmement liés aux lipides, au profil des graisses qu'on va consommer, mais forcément aussi une relation à la quantité. Aller vers un régime où on va réduire les graisses vraiment très bas, c'est potentiellement moins de conversion du système hormonal. Et si ce système hormonal est dérégulé, vous pouvez vous attendre à des problématiques de santé bien différentes de celles que vous avez essayé de régler en premier lieu, notamment l'énergie, mais aussi tout ce qui est lié à la production de testostérone et d'œstrogène, que ce soit la libido, que ce soit l'envie de créer, que ce soit le système nerveux, notamment toute la relation avec les vitamines B et les vitamines liposolubles, qui donc se servent des graisses pour être assimilées et pour être utilisées, comme la vitamine D, pour ne citer qu'elle. Bref, si vous cherchez à réduire trop vos lipides à l'année, vous faites face à des problématiques de santé que vous n'avez pas encore anticipé jusqu'ici. Et n'oubliez pas, une fois qu'on a la tête dans le guidon, une fois qu'on n'a plus d'énergie, on s'en rend plus compte. Okay, c'est la même chose qu'avec un déficit calorique trop appuyé. Quand on est déjà en déficit depuis très longtemps, on n'a plus l'impression d'être en déficit. Notre point de référence de notre énergie au quotidien, de ce qu'on est capable de faire, il est déjà biaisé sur du moins. Okay, notre baseline, elle est déjà biaisée sur du moins. Et c'est très dur après, une fois qu'on a fait des mauvais choix en termes de nutrition, de se dire que c'est la nutrition le problème, parce que tout simplement, on est allé trop loin dans ces régimes-là. Il y a 2 autres problèmes avec le régime qui tend à réduire les graisses, alors je ne vais pas dire forcément sans graisse, mais qui tend à réduire les graisses, c'est la question du volume, donc encore une fois du bol alimentaire, la quantité que vous allez consommer, et la relation à la satiété. Puisque si on va faire un régime sans graisse, on va augmenter les fibres, on va augmenter des glucides, alors préférablement des glucides complexes. Il y a une relation à la satiété qui va vraiment changer, puisque ce volume sera très élevé la plupart du temps. Et en parallèle, si vous manipulez mal vos glucides, vous pouvez vous retrouver dans des cas où vous allez avoir des envies, des cravings, comme on pourrait dire en anglais, au niveau des sucres. Et ça peut vous amener à des taux de glucides qui sont pour le coup beaucoup trop élevés. Il faut vous attendre à ce que vous changiez de réaction par rapport à la quantité que vous mangez. Et ça peut vous amener à des problèmes de surconsommer en glucides. Il y a aussi du coup un autre problème qui est ceux des protéines, puisque du coup si on fait un régime sans graisse, on va chercher beaucoup de protéines maigres. Si on enlève la notion de lipides de certaines protéines, on risque de ne pas consommer assez de protéines dans la journée. Et encore une fois, sachant que les protéines, c'est ce qui nous permet d'arriver à la satiété le plus facilement, encore une fois, on peut avoir un problème avec la faim. Donc, régime très particulier, qui est plus trop en tendance maintenant, mais qui était beaucoup plus il y a 4, 5, 10 ans, 15 ans, et que je déconseille dans l'absolu, à moins qu'il y ait une problématique au niveau santé cardiovasculaire. Mais voici pour le régime sans graisse les limites que ça peut nous poser. On fait un petit break maintenant, on parle plus forcément de régime, mais plutôt de méthodologie de nutrition. On va parler du jeûne intermittent, donc avoir une fenêtre dans la journée, 8, 10 heures, où l'on ne va pas consommer d'aliments tout simplement. Peu importe le régime qu'on va adopter, cétogène, sans graisse, pro-fibre, méditerranéen. Déjà, le jeûne intermittent, il faut qu'il soit fait pour une raison. Okay, il y a plein de raisons qui peuvent rentrer dans le jeûne intermittent. Perdre du poids, donc réduire ses fenêtres d'apport et du coup forcément consommer moins. Ça, encore une fois, il faut consommer moins dans l'absolu dans toute la journée pour le vérifier.
mais c'est des choses qu'on cherche avec le jeûne intermittent. Mais il y a aussi, plus récemment, je dirais, une relation avec les niveaux d'énergie au quotidien. Le fait de faire un petit peu une purge, de faire mieux fonctionner aussi son métabolisme des graisses. C'est des choses qui reviennent, c'est des choses qui sont réelles avec le jeûne intermittent, notamment du point de vue du stress oxydatif qui peut largement être baissé, donc tous les déchets du stress qui peuvent être largement baissés via le jeûne intermittent, c'est une vraie plus-value. Par contre, le jeûne intermittent, encore une fois, si on veut l'appliquer toute l'année, ça peut poser des problématiques. Parce que de fait, c'est un régime qui est restrictif. Donc à partir du moment où on a vraiment une grosse restriction des apports, on s'expose mécaniquement à des problématiques qui sont importantes et qui sont multiples. Déjà, la première des choses avec le jeûne intermittent, puisque la démarche c'est souvent d'augmenter ses niveaux d'énergie, c'est la relation tout simplement avec l'énergie. Le jeûne intermittent, ça peut être une très bonne idée. On sort d'une phase où on était en surplus calorique, on surconsommait, mais dans le temps long, si ça fait 6, 7, 8 mois, le jeûne intermittent, c'est un peu comme le déficit calorique, ça peut très vite devenir addictif et on peut vite se forcer à rentrer dans ces états de faim intense. Là où on cherchait simplement à ne plus ressentir la faim, à tuer la faim, maintenant on va chercher, dans le cadre d'un jeûne intermittent qui est trop prolongé, à justement sentir cette sensation de faim, presque la goûter, comme on goûterait à un effort intense physiquement, on commence à apprécier la douleur. Ça, c'est déjà une limite que je trouve au jeûne intermittent. Quand vous êtes déjà dans cette mentalité où vous dites « c'est bien de me faire du mal », il y a déjà quelque chose qui se joue et on rentre potentiellement dans une zone où le jeûne intermittent va commencer à atteindre vos niveaux d'énergie. Vos niveaux d'énergie, ils sont stratégiques au sein de la journée. Si la plupart de votre demande énergétique elle est le matin et que vous vous retrouvez avec un jeûne intermittent à jeûner de, disons, 8 à 17, 18 heures et que de 8 heures à midi, vous avez la plupart de vos dépenses énergétiques qui sont casées, l'entraînement, une session de deep work, une sortie, et que vous passez 4, 5, 6 heures après ça à être en jeûne, vous mettez à l'épreuve vos organes, vous mettez à l'épreuve votre récupération et vous allez finir, quoi que vous en pensiez, à la fin de la journée dans une certaine dette énergétique. Et ça, par défaut, ça ne peut pas être bon au long terme. Ça peut être bon sur une phase courte où il y a une question aussi de relation avec la nourriture, de somatisation un petit peu de la nutrition, un trop plein. Mais par contre, au long terme, ça peut vraiment poser des vrais problèmes au niveau énergétique. Arriver à 18 heures en train de trembler des mains parce qu'on s'est entraîné, on a travaillé, on a laissé de l'énergie sur la table et ça fait 1 heure, 2 heures que notre ventre se tord, ça ne peut pas être un bon marqueur physiologique. C'est pas au long terme, c'est pas possible. Il faut sortir de cette mentalité-là. Se faire activement du mal pendant une diète n'est vraiment pas un bon signe de soutenabilité. Soutenabilité par rapport à la diète en elle-même, mais surtout soutenabilité en termes de santé. Ah, c'est là où je vous demanderai peut-être d'écouter un petit peu votre corps. Là, je parle à la population générale. Évidemment, si vous avez des problématiques sur de l'obésité morbide, etc., c'est des choses sur lesquelles il va falloir passer à un moment ou un autre. Mais si on peut rendre la diététique la plus smart possible sans avoir à aller chercher des gros jeûnes intermittents, vaut mieux aller chercher d'autres options que celui-ci. Ça me fait une transition vers le point suivant, c'est la santé de vos organes. Il y a pas mal de méta-analyses qui montrent que les personnes qui effectuent du jeûne intermittent à très long terme s'exposent plus favorablement à une santé cardiovasculaire qui est moins bonne. C'est tout simplement le stress que vous allez provoquer sur votre organisme. Puisqu'à un moment, quand on a énormément de faim, notre système catécholamine fonctionne un petit peu plus fort. Le système catécholamine, c'est tout ce qui est autour de la dopamine, autour de l'adrénaline, et tout ça, ça va puiser énormément en termes d'énergie, ça va réduire aussi la taille de votre estomac, mais ça va surtout puiser énormément dans l'activation. Et donc, potentiellement, on peut avoir aussi, à l'inverse des premiers effets où ça va réduire le stress oxydatif, baisser les déchets du stress, à un moment ça peut augmenter le cortisol sanguin. Et le cortisol ça crée donc des déchets et à la fin on se retrouve même plus à avoir ce bienfait autour de la purge du stress du système oxydatif. Donc ça aussi, le feu qui nous réchauffe, c'est bien souvent le feu qui va nous brûler à un moment. C'est simplement une question de dosage et d'exposition. Donc la santé de vos organes peut être mise en danger par un jeûne intermittent trop prolongé. Il y a aussi une autre considération sur la santé de vos organes, c'est tout simplement que le jeûne intermittent propose des fenêtres d'assimilation qui sont un petit peu plus restreintes et il y a une notion d'assimilation du coup dans tout ça et on n'est pas des machines, ok? Si on s'envoie tous nos apports en protéines d'un coup, d'un seul dans la journée, l'assimilation sera beaucoup moins qualitative que si on avait plusieurs fenêtres d'assimilation. On ne peut pas assimiler
directement 140 grammes de protéines. Si vous faites 70 kg et que vous devez faire 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines, vous ne pouvez pas assimiler vos 140 grammes de protéines en un seul intake. Et surtout que derrière tout ça, on a d'autres macronutriments, on a d'autres aliments qui vont rentrer dans l'équation. On a les glucides qui mettent du temps à être digérés, les lipides, en plus de tout ça, qui ont un temps de digestion très intense. Donc tout ça, ça met aussi énormément à contribution votre estomac, vos intestins, sur une fenêtre très réduite. Donc déjà, un conseil si vous voulez rentrer en jeûne intermittent, multipliez vos fenêtres d'assimilation. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour manger, mais par contre, vous pouvez avoir des fenêtres d'assimilation qui sont plus ou moins intelligentes. Encore une fois, si vous voulez avoir votre plan de jeûne intermittent précis, cadré et qui va être soutenable et qui va vous servir dans le temps, vous nous contactez chez NWE. Mais déjà, quelques petites recommandations assez simples. Si vous avez un jeûne intermittent qui a pour but de réduire les calories, le problème auquel vous allez faire face, c'est la sensation de faim intense qui va arriver au moment de casser votre jeûne. Cette sensation de faim, si vous voulez la réguler, si vous ne voulez pas tomber dans des problèmes de overeating, tout simplement, mettez d'abord vos protéines en premier lieu sur votre première fenêtre d'assimilation. Ça va répondre à la capacité à assimiler les protéines et ça va surtout baisser votre niveau de faim, tout simplement par l'action des protéines. Donc si vous casez vos protéines déjà, vous régulez votre faim, vous avez une meilleure quantité de protéines, elle est plus manageable sur plusieurs intakes. Commencez déjà avec votre protéine. 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard, vous pouvez attaquer avec potentiellement une dose un peu plus intense de glucides. Et un petit peu plus tard dans la journée, une dose équivalente entre protéines, glucides, lipides. Ça, c'est 3 fenêtres d'assimilation que je recommande souvent avec le jeûne intermittent pour qu'il soit soutenable dans le temps. Tout ce qui n'est pas soutenable dans le temps est à évacuer, est à cycler un moment. Et ça, c'est le message principal que je vais vous faire passer ici. Ces réflexes diététiques ici, ils sont tous bons à prendre s'ils sont faits au bon moment avec la bonne dose d'interprétation et de stratégie. Un jeûne intermittent qui ne se passe pas bien, c'est une fatigue chronique à la clé. Et comme pour le déficit calorique, une fois qu'on est dans une phase de fatigue qui se répète, quand il y a une chronicité, c'est très dur d'en sortir. Et il va falloir utiliser des stratégies inverses. Et quand on utilise des stratégies inverses, quand on va chercher toujours des extrêmes, ça fatigue notre corps au sens général, au sens ciblé sur certains organes, ça va créer beaucoup de fatigue. Et cette fatigue-là, au long terme, ça va atteindre à votre longévité. La longévité, ce n'est pas simplement trouver le secret, le levier ultime, mais c'est surtout savoir être stratégique et agencer différents régimes au bon moment pour éviter les trop gros clashs, les trop gros stress, les trop grosses zones de stress pour votre corps et utiliser toujours la dose minimale effective quand on fait des changements dans la nutrition. Maintenant, dernier point, dans l'alimentation, dans la qualité d'alimentation, c'est la relation aux fibres. Les fibres, elles mériteraient une vidéo complète à y attribuer parce qu'elles sont très mal comprises et on a vraiment tendance à soit les sacraliser, soit les diaboliser, il n'y a jamais vraiment d'entre-deux. Alors que les fibres, elles ont un rôle crucial, notamment dans la santé de nos intestins. Ce sont des dégradations d'origine végétale qui sont très peu, voire pas du tout, digérables par l'être humain. Cette observation-là, on peut se dire déjà que les fibres elles sont à limiter de par une mauvaise entre guillemets assimilation par l'être humain. Mais elles jouent un rôle crucial notamment sur les intestins. Et dans ce cadre-là, il faut les classer en 2 parties que sont les fibres solubles et insolubles qui ont tout de leur rôle mais qui doivent être savamment dosées entre quantité de fibres solubles, quantité de fibres insolubles. Souvent on a tendance à diaboliser les fibres insolubles puisque c'est celles qui ne peuvent pas du tout se digérer, qui vont se fixer sur les intestins, sauf qu'en réalité elles ont quand même une fonction au niveau de la digestion. Là où les fibres solubles ont une bien meilleure pub puisqu'elles permettent de ralentir un petit peu la digestion, transformer l'eau en gel, ralentir la digestion, améliorer l'assimilation micronutriments, donc elles ont un rôle plutôt positif. Mais c'est toujours dans le cadre du dosage, du 100% fibres, chercher 300 grammes d'avoine par jour, c'est une très mauvaise idée. Si vous jouez mal avec votre flore intestinale, vous vous exposez à des problèmes de santé, d'énergie et de digestion de manière générale qui sont importantes. Encore une fois, un bon régime avec des bonnes fibres, ça va vous amener à une meilleure assimilation, une meilleure santé des intestins, mais un régime où les quantités de fibres et surtout les types de fibres sont très mal gérés va vous amener à l'exact opposé. Cette partie-là, je voulais surtout l'adresser par rapport aux intestins puisque c'est un point dont on ne parle pas du tout dans la nutrition, ou en tout cas pas forcément au grand public, mais qui est une notion qui dit beaucoup, c'est un marqueur principal de la qualité de votre nutrition et de votre santé et votre qualité d'assimilation. Donc pour ça,
Faites un bon tri entre les types de fibres, solubles, insolubles, la proportion de quantité entre les deux, et essayez de rester assez restreint dans votre quantité de fibres, puisque de nos jours, surtout quand on va chercher des diètes qui sont tendanciellement marketées healthy, on va avoir souvent des quantités de fibres assez intenses. Et si vous avez le réflexe, comme beaucoup de gens, quand vous vous mettez au sport, quand vous vous remettez en forme, de consommer énormément d'avoine, de noix, de fruits à coque, eh ben, vous vous exposez à des taux de fibres qui peuvent être un petit peu trop importants, et surtout sur les fibres insolubles dans votre alimentation, et donc dérégler votre flore intestinale et vous exposer à des problèmes de santé, encore une fois, que vous n'avez pas anticipé quand vous avez eu le bon réflexe de vous dire je vais reprendre ma santé en main. Donc les régimes pro-fibres, limitez la quantité, ça dépend des gens, mais entre 20 et 30 grammes, on reste sur quelque chose d'assez safe. Et surtout, les types de fibres que vous consommez, plus de fibres solubles qu'insolubles, et essayez de trouver un range entre les deux. Il y a beaucoup d'aliments qui sont un petit peu des pièges de ce côté-là. Les aliments avec des sources de farine complètes, c'est des bonnes idées, hein, ça réduit l'IG, ça réduit l'index glycémique, mais ça va aussi augmenter votre quantité de nourriture avec beaucoup de fibres insolubles et qui en trop grande quantité peuvent poser des problèmes au niveau de votre intestin. C'est une petite introduction, je pense que je vais faire une vidéo plus large sur les fibres pour vraiment les comprendre dans leur ensemble, mais attention aux régimes qui prônent trop de fibres, attention aux réflexes santé, healthy qu'on peut vous proposer. Les quantités de fibres peuvent être vraiment un diable déguisé. Dans tout ça, ça reste important de consommer des fibres, ça reste important de temps en temps de faire un jeûne intermittent, ça reste important parfois de réduire les graisses, d'augmenter les graisses, de réduire les glucides, de rentrer dans un déficit calorique. Tous ces réflexes de nutrition sont bons à prendre, mais c'est la stratégie, le moment. Est-ce que vous en avez besoin à ce moment-là? Est-ce que ça ne fait pas trop longtemps que vous utilisez un de ces outils-là? Est-ce que ça va faire du bien à votre santé au sens général? Ne restez pas bloqué sur une méthodologie, ne faites pas d'une méthodologie votre mantra, c'est extrêmement important dans l'entraînement, dans la nutrition, dans l'approche mentale, cognitive de votre vie. Ne restez pas bloqué sur un seul mantra, vous risquez de créer ce qu'on appelle en anglais des fails gods, et ça c'est un vrai problème pour votre évolution personnelle. N'essayez pas de réduire toujours le scope, mais essayez de maîtriser beaucoup d'outils différents, et en compilant les données personnelles, les données scientifiques par rapport à ces outils-là, vous aurez tout un panel à votre disposition pour toujours agir avec la meilleure solution. C'est notre mission chez nous, chez NWE, transférer cette partie nutrition performance, cette partie nutrition sportive vers les entrepreneurs. Si ça vous intéresse, si ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous a permis d'ouvrir un petit peu vos horizons, déjà je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Mais surtout, à vous intéresser de plus près à notre projet chez NWE en cliquant sur le lien en description. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo biohacking chez No Wasted Energy.